je suis praticien hospitalier, mais je ne travaille plus actuellement sur l'hôpital. Et je travaille donc en cabinet libéral depuis 3 ans sur Vienne, et donc aussi au CAMS sur un quart de temps, qui est donc un centre de soins pluri-hebdomadaires pour des enfants de 0 à 6 ans, qui ont donc des pathologies importantes. Voilà. Alors j'ai intitulé mon propos de ce soir « Quels soins psychiques pour l'enfant ?» Alors, il faut dire que faire une conférence actuellement sur la pédopsychiatrie, c'est quand même pas simple, car depuis quelques années, cette discipline vit des changements très importants au sein des structures de soins, des conceptions de soins, des demandes de la société, des objectifs de chacun, des soignants et des usagers, comme on dit maintenant. Le métier de pédopsychiatre évolue, les formations ne sont plus les mêmes depuis quelques années. Un pédopsychiatre qui est sorti, qui est diplômé depuis 2 ans, ne ferait pas la même conférence que moi. Donc, travailler avec aussi les jeunes pédopsychiatres est tout un exercice. Au début de l'existence de cette discipline, donc, qui date des années 70, et jusqu'à une quinzaine d'années, l'approche psychodynamique prédominait dans le soin aux enfants. Alors, psychodynamique, la définition du Larousse, ça se dit du jeu de force à l'œuvre dans le psychisme, tel que la psychanalyse l'a mis en évidence, et de l'effet des causes psychiques sur l'existence du sujet. L'approche psychodynamique fait notamment appel au concept d'inconscient. Les difficultés présentes sont conçues comme ayant leurs origines dans les conflits irrésolus de l'enfance. D'où l'importance du travail en pédopsychiatrie. Actuellement, la formation des pédopsychiatres prend plus en compte l'approche très médicale avec un abord plus biologique et neurologique. Les découvertes des neurosciences sont pour une part en cause dans cette évolution, mais c'est aussi surtout l'évolution de la société et la moindre place faite à l'humain en tant qu'être pensant qui explique à mon sens ces changements. L'évolution de la discipline est faite d'allers-retours permanents entre ce qui est l'abord organiciste, enfin du corps, et l'approche psychique. Alors le psychisme, pour le Larousse, c'est ce qui concerne la vie mentale dans ses aspects conscients et ou inconscients. On retrouve encore l'inconscient qui est donc qui a été décrit par Freud. Alors l'approche pédopsychiatrique ne s'appuie plus toujours sur ces conceptions, donc ces conceptions d'inconscient et conscient, mais bien souvent sur des notions de symptômes que l'on transforme en diagnostic et pour lesquels un traitement médicamenteux ou une rééducation sont proposés sans pour autant chercher le sens et l'origine du trouble. Mon but ce soir est de transmettre des conceptions, des éclairages sur ce qu'est la pédopsychiatrie dans son approche psychodynamique qui est la mienne. Tout d'abord en comprenant son histoire. Cette discipline ne peut pas se dissocier de la question des parents et du fait de la parentalité, du fait de cette approche psychodynamique qui dit l'importance de l'environnement dans le vécu de l'enfant. Alors je précise que je répondrai à aucune question personnelle, d'une part bien sûr pour des questions de confidentialité, puisque déjà parce que je suis médecin et que la pédopsychiatrie est une discipline qui traite de l'intime. D'autre part, du fait que, comme j'espère vous le faire toucher du doigt, cette pratique du soin psychique de l'enfant est complexe et qu'une question par rapport à un trouble ne peut pas amener une réponse unique et immédiate. Alors, le pédopsychiatre est un médecin, il est spécialisé en psychiatrie et il a en plus une spécialisation complémentaire qui est le diplôme d'études spécialisées complémentaires en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Donc la pédopsychiatrie est la spécialité médicale qui traite des troubles psychiatriques de l'enfant et de l'adolescent de 0 à l'âge adulte. On se préoccupe des enfants, mais aussi du lien parent-enfant. Le pédopsychiatre est aussi interpellé lors de certaines grossesses, dans le cas de souffrances liées à la future maternité. Donc c'est une discipline qui est à la marge de la médecine. Nous allons aborder d'abord la préhistoire, puis l'histoire de cette spécialité qui est loin d'être stable et linéaire. Nous verrons que l'histoire de la psychiatrie de l'enfant est encore et toujours en évolution, donc, et cette spécialité a toujours été sujette à de nombreuses controverses. Le XXe siècle a été une période faste, avec les grandes découvertes et l'âge d'or de la psychanalyse comme modèle théorique d'appui aux pratiques de soins. Donc la pédopsychiatrie
Je le redis souvent parce que je pense que c'est tellement compliqué en ce moment. La pédopsychiatrie vit depuis une dizaine d'années des gros conflits, des courants différents qui s'affrontent face à ce qui serait la bonne manière de soutenir ou de soigner des enfants dans leurs difficultés. La place des parents dans le soin, en parallèle de la place du patient en général dans le soin, a aussi beaucoup évolué. Et ceci est dû aussi à la loi de 2002, qui a donné une place prépondérante aux patients, dits usagers. C'était aussi un terme qui est arrivé avec cette loi de 2002. Et elle place aussi les parents dans une place plus d'acteurs de soins, de manière toute particulière, ce qui est aussi très intéressant. Alors, la préhistoire de la pédopsychiatrie, puisque avant cette discipline soit vraiment nommée comme une spécialité à part entière, il a fallu attendre longtemps, puisque ça s'est fait seulement en 1972. Donc la naissance de la pédopsychiatrie découle de l'histoire de la psychiatrie pour adultes, et aussi parallèlement de la place donnée à l'enfant dans la société. La place de l'enfant dans la société des adultes ne s'est faite que lentement. Pendant longtemps, l'enfant n'était pas reconnu dans sa spécificité, c'est-à-dire que c'était un humain comme un adulte, et on ne cherchait pas à différencier. C'est-à-dire jusqu'au XIXe siècle, il y avait une forte mortalité infantile, beaucoup de pauvreté, et les enfants allaient travailler, il y avait une nécessité de main-d'œuvre pour les paysans, et cela donnait une place peu différenciée de l'enfant par rapport à l'adulte. Et une fois que les problèmes de survie dépassaient, pour les plus favorisés, la société a posé les premiers jalons sur les questions de l'éducation. On n'était pas encore dans la question de la souffrance, du soin. Après la Révolution française, le docteur Philippe Pinel a bouleversé le regard sur les fous, qu'on disait aliénés, en affirmant qu'ils peuvent être compris et soignés. Il préconise un traitement moral qui anticipe nos psychothérapies modernes. De plus, il entreprend, ce qui est fait pour la première fois, de classer les troubles psychiatriques. Pour lui, il y avait la mélancolie, la manie, la démence ou l'idiotisme. En 1797, là, des paysans ont découvert un enfant qui vivait à l'état sauvage et qui a été capturé et confié à un orphelinat. Il était âgé d'une dizaine d'années, sans famille connue. Il a été trouvé errant dans une épaisse forêt aux confins du Tarn et de l'Aveyron, dans un état de sauvagerie totale. Apparemment sourd et muet, il semblait indifférent à tout ce qui l'entourait. Pinel lui rendit visite. Pour lui, cet enfant était idiot, en référence à la classification qu'il venait de publier. Et il relevait pour lui de l'idiotisme incurable. Donc il n'y avait rien à faire. En contrepoint, Itard, qui était un jeune étudiant en médecine, a osé dire son désaccord. Pour lui, l'idiotisme était acquis. Alors il décide de s'occuper de cet être étonnant pour déterminer ce qu'il est et déduire ce qui lui manque. Pour lui, il lui manque des connaissances et des idées que l'homme doit à son éducation. La cause de l'idiotisme, pour lui, tiendrait au fait que cet enfant a passé dans une solitude absolue plus de 7 ans de sa vie. Cette étiologie, c'est-à-dire la cause de l'idiotisme, serait la privation totale de relations sociales, c'est-à-dire des liens que l'on dirait maintenant intersubjectifs, des liens entre sujets. Et donc le film de François Truffaut, L'enfant sauvage de l'Aveyron, retrace cette histoire et date de 1970. Alors, cette opposition théorique fondamentale entre Pinel et Itard est fondatrice de la psychiatrie de l'enfant. Les partisans de l'organicisme et de la psychogenèse s'affrontent déjà. Pour certains, Itard est considéré comme le premier pédopsychiatre. Mais on est quand même loin de la reconnaissance de cette spécialité. Dans les années 1900, on commence à se poser la question de l'intelligence et de ce qui serait sa mesure. Alfred Binet, en 1905, publie la première version de l'échelle métrique de l'intelligence. Donc, ce qui s'appelle le QI, enfin qu'on appelle maintenant le QI, qui est utilisé essentiellement pour situer l'enfant dans sa scolarité quand il présente des difficultés, mais il ne reflète pas l'état psychique de l'enfant. Ces tests de QI sont faits par les psychologues et les neuropsychologues et sont indépendants de ce qui est de la psychopathologie. Alors à la même période, dans les années 1900, Sigmund Freud avance dans ses travaux et va jouer un rôle fondamental. Il décrit le psychisme d'une manière totalement novatrice et bouleversante concernant notamment l'enfant.
Il montre l'importance de l'environnement, du milieu familial dans le développement de l'enfant. Je vais trop vite ou ça va, le rythme? L'enfant se distingue de l'adulte car c'est un être sans structure psychologique définitivement fixée. Ce qui est moins le cas chez l'adulte, même si c'est jamais complètement fixé. Alors, la pédopsychiatrie commence à se détacher de la psychiatrie générale. À savoir que moi je suis toujours surprise que les services de psychiatrie pour adultes sont toujours classés dans la psychiatrie générale. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'appelle pas la psychiatrie pour adultes, pourquoi ça s'appelle la psychiatrie générale. Bon, c'est mon petit truc là. On ne peut pas parler des mêmes maladies bien sûr pour les adultes et pour les enfants. Les symptômes sont très différents et l'enfant est en constante évolution. Freud décrit la notion donc d'inconscient dont les phénomènes de lapsus, les actes manqués, les rêves en sont une émergence. C'est une révolution dans la compréhension des troubles psychiques de l'humain en général. Dans les années qui suivent les découvertes de Freud, plusieurs personnages importants apporteront beaucoup à la compréhension du développement de l'enfant et ainsi aux modalités de soins psychiques de ceux-ci. Ils sont les fondateurs de la pensée des théories de la pédopsychiatrie. Alors, je vais vous en parler d'un certain nombre, je vais essayer de ne pas trop m'éterniser dessus quand même. Donc, Mélanie Klein, qui mettra en évidence l'importance de l'utilisation du jeu dans le soin psychique des enfants, afin de comprendre leur monde interne. Il y a eu René Spitz qui a contribué à la prise de conscience de l'importance des premiers liens précoces. C'est lui qui a parlé de l'angoisse du 8e mois, correspond à un stade où l'enfant commence à faire la différence entre soi et l'autre. Il a décrit le phénomène d'hospitalisme aussi. Le terme hospitalisme recouvre l'ensemble des troubles physiques dus à une carence affective par privation de la mère survenant chez les jeunes enfants placés en institution dans les 18 premiers mois de la vie. C'est un état d'altération physique grave qui s'installe progressivement chez le très jeune enfant suite à une carence affective importante, tandis qu'il est placé en institution. Ensuite, il y a John Bowlby, suite à une étude qui lui avait été demandée par l'OMS sur les besoins des enfants orphelins suite à la guerre. Il a élaboré la théorie de l'attachement, qui est une théorie dont on parle beaucoup maintenant. Cette théorie décrit le besoin de l'enfant dans sa première année de vie de s'attacher particulièrement à une figure dite figure d'attachement, vis-à-vis de laquelle le bébé va élaborer un certain nombre de réponses instinctives comportementales. Il y a eu Anna Freud, une des filles de Freud, donc, qui va classer les troubles chez l'enfant en s'appuyant sur des processus de développement. Il y a eu Donald Winnicott, qui est toujours très très important, qui donc était un pédiatre qui est devenu psychanalyste d'enfants, qui a élaboré le concept de préoccupation maternelle primaire, donc qui est un état particulier dans lequel est la mère suite à la naissance de son enfant, qui fait que cette mère est complètement présente à son enfant. Le concept de mère suffisamment bonne et d'objet transitionnel, qui est le doudou actuel. Il décrit aussi l'importance du jeu dans le développement de l'enfant. Dans le développement de l'enfant et dans le soin. Ensuite, Françoise Dolto, bien sûr, qui s'intéresse à la cause des enfants et plus précisément à la communication entre les adultes et les enfants. Par ses interventions à la radio dans les années 70, dans l'émission Lorsque l'enfant paraît, sur France Inter, elle rendra la psychologie de l'enfant accessible à tous en répondant avec simplicité aux questions des auditeurs. Cependant, on peut noter qu'elle sera parfois mal comprise ou mal interprétée. Les années 68 par-dessus n'a pas arrangé aussi la mauvaise interprétation des propos de Françoise Dolto. Alors on va arriver plus là à l'histoire, puisque là, on n'était que dans des penseurs, des théoriciens, mais au niveau plus politique, organisationnel, les choses se mettent en place quand même progressivement, mais avec un certain retard en France, on va dire, puisque en 1930, il y a la création du premier service de pédopsychiatrie aux États-Unis, avec Léo Kanner, qui est le premier pédopsychiatre qui a décrit l'autisme. Donc en 1930 aux États-Unis, en France c'est 1972, donc voilà. La pédopsychiatrie prend son essor en France quand même, sans être reconnue
comme une spécialité à part entière. Et elle s'émancipe des modèles psychiatriques qui étaient jusque-là centrés sur l'asile et la pédagogie. Auparavant, c'est-à-dire que les enfants en difficulté, les enfants particuliers, étaient soit des débiles, soit des caractériels. Il n'y avait pas de notion de souffrance. En 1949, la psychiatrie, là, est reconnue, est appelée neuropsychiatrie. À savoir qu'il n'y a plus de neuropsychiatres, ils sont quasiment tous partis à la retraite, et que c'est seulement en 1968 que la psychiatrie se détache complètement de la neurologie et que la spécialité devient psychiatrie et non plus neuropsychiatrie. Voilà, mais la pédopsychiatrie n'est pas encore reconnue dans sa spécificité, même si de nombreux psychanalystes dont nous avons déjà parlé élaborent déjà des idées, des théories afin de comprendre puis de soigner les troubles psychiques des enfants. Dans les années 60, des grands psychanalystes français comme Michel Soulet, René Diakin, Serge Lebovici, Roger Misès, dont un certain nombre, je crois qu'il n'y en a plus qu'un qui est vivant, ça doit être Roger Misès, développent des soins novateurs pour les enfants présentant des troubles psychiques. Ils pointent aussi l'importance des prises en charge précoces. Quand on dit précoce, plus ça va, plus on prend en charge les enfants tôt. Et maintenant, depuis je dirais une quinzaine d'années, on a créé des services de prise en charge des bébés, des relations parents-bébés. Voilà, en 1970, il y a la naissance de la politique de secteur. J'imagine que lors de la semaine de l'information de la santé mentale, c'est des choses qui ont déjà été parlées, puisque donc la psychiatrie publique est organisée en secteur géographique, c'est-à-dire qu'à une zone géographique correspond un service de psychiatrie. Et il faut attendre donc 1972 pour que la pédopsychiatrie devienne une spécialité différenciée de la psychiatrie. Voilà, on y arrive. J'ai une petite histoire qui me semble bien refléter aussi l'évolution de la pédopsychiatrie, qui est que moi, quand j'ai commencé mon internat en psychiatrie en 98, j'ai assisté à la fermeture des services qui étaient dits des services de suite. C'était des services de grands enfants déficients mentaux, c'est-à-dire des services où des enfants avaient été enfermés à l'hôpital psychiatrique dans leur enfance et qui n'en étaient jamais ressortis. Et ils n'avaient pas eu beaucoup de soins, en tout cas pas des soins adaptés ou qu'on fait maintenant. Et donc ils avaient grandi avec toutes leurs pathologies dans ces services. Et en 98, ces services ont fermé. Ces personnes-là ont été placées dans des foyers pour adultes, handicapés adultes, voilà. Donc c'était des adultes qui restaient des personnes sans langage, qui s'automutilaient avec des mouvements des stéréotypies, des mouvements des bras dans tous les sens, des balancements, des cris. Voilà. Et la plupart avaient un diagnostic d'autisme. Et l'absence de soins précoces à l'époque de leur petite enfance n'avait pas permis de réduire leurs angoisses, donc leurs symptômes, et ne leur avait pas permis d'accéder à des modes relationnels plus adaptés à notre société. Maintenant, depuis que les soins pédopsychiatriques et précoces se sont mis en place, avec des prises en charge de plus en plus précoces et une meilleure compréhension du vécu de ces personnes, on ne voit plus ou très peu de personnes dans cet état-là. Ces patients avec ces troubles de la relation précoce maintenant ne présentent presque plus de violence, le langage est beaucoup plus développé et il est possible maintenant de les éduquer, puisqu'avant on les disait les inéducables. Voilà. Alors, donc dans l'histoire, il y a eu des lois très importantes qui ont vraiment modifié la vie de ces enfants en difficulté. Donc la loi sur le handicap de 1975, qui a apporté le droit à l'intégration scolaire et sociale de tout enfant, quelles que soient ses difficultés. Donc avec la création d'établissements spécialisés pour ces enfants. Voilà. Et puis la loi du 11 février 2005, bien plus récente, qui concerne aussi le handicap et qui aussi a vraiment changé aussi l'approche du handicap, puisque depuis 2005, on ne parle plus d'une personne handicapée, on parle d'une personne en situation de handicap.
Et alors, pour les enfants, cette loi a la particularité aussi d'apporter la notion d'intégration. C'est-à-dire que jusque-là, avec la loi de 75, les enfants, alors, du coup, on les handicapés, enfin, en tout cas les enfants, oui, on va dire handicapés, étaient scolarisés dans des établissements spécialisés, alors qu'en 2005, la question était plus de les intégrer dans des établissements scolaires ordinaires. Voilà. Et la définition du handicap a été élargie à cette conception, aussi à la conception de handicap mental, puisque jusque-là, on parlait de handicap intellectuel qui était en fait un retard intellectuel, avec donc un QI bas, mais tout ce qui était troubles mentaux n'était pas considéré comme un handicap. Et du coup, il y a vraiment eu aussi cet élargissement de cette notion de handicap. Voilà. Peut-être que je peux vous lire ce qui relève du handicap, ce qui constitue un handicap au sens de cette loi de 2005, c'est toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Voilà. Donc c'est aussi assez large. Donc en tant que pédopsychiatre et dans les services de pédopsychiatrie, on a affaire à tout ce qui est du domaine social et scolaire de l'enfant. On travaille avec tous les partenaires. Et le pédopsychiatre est interpellé. On lui demande son avis sur l'orientation de l'enfant. Il doit rédiger un certificat médical de la maison départementale du handicap c'est une pièce qui est indispensable pour permettre à l'enfant d'avoir une orientation scolaire si c'est nécessaire, ou des allocations, ou une auxiliaire de vie scolaire qui est une personne donc, qui va accompagner l'enfant sur quelques heures à l'école, dans sa scolarité. Alors cette question prend de plus en plus de place et est assez préoccupante parce que ces évolutions poussent à prendre en compte et à nommer par des grands mots, je dirais, des diagnostics, des grands mots, tout trouble d'un enfant, dans l'espoir qu'un diagnostic permettrait une aide particulière et donc une amélioration de sa scolarité. Alors c'est tout à fait compréhensible et louable, mais on peut se demander le sens de cette évolution, parce qu'afin d'aider de manière singulière les enfants, la société pousserait à diagnostiquer à chacun des troubles spécifiques relevant de la maison du handicap. C'est vrai que, alors je pourrais le dire plus tard, mais du coup on y arrive, ça pousse à une sorte de médicalisation de la société où on aurait tous un trouble pour obtenir des aides. Voilà, ça questionne quand même. Alors l'apport des neurosciences donc, est très, très important. Et, dans les années 70, les neurobiologistes commencent à parler de plasticité cérébrale ou neuroplasticité ou plasticité neuronale. Celle-ci désigne la capacité du cerveau à modifier l'organisation de ses réseaux de neurones, ces cellules nerveuses, en fonction des expériences vécues. Le cerveau est ainsi qualifié de plastique ou malléable. Ceci est responsable de la diversité de l'organisation des cerveaux parmi les individus. La plasticité neuronale est présente tout au long de la vie avec un pic d'efficacité pendant le développement de l'enfant, à la suite de ses premiers apprentissages, puis toujours possible, mais moins fortement chez l'adulte. Alors, ceci est une découverte relativement récente, une des plus importantes des neurosciences, et montre que le cerveau est un système dynamique en perpétuelle reconfiguration. Donc, la découverte de la plasticité cérébrale confirme l'importance de l'environnement et de l'expérience sur le développement. Cette découverte, à mon sens, confirme à la fois les thèses des penseurs en faveur de l'organicité des troubles, c'est-à-dire qu'on peut en effet voir maintenant sur des images cérébrales des éléments correspondant aux particularités d'un individu, mais sans que cela implique un lien de cause à effet. C'est-à-dire que s'il y a une image sur une IRM, cela peut autant être la cause d'un trouble que sa conséquence ou juste sa représentation cérébrale. Ainsi, les thèses des penseurs en faveur des théories psychogénétiques, en tout cas psychodynamiques, venant de quelque chose de psychologique, ces thèses-là prennent là toute leur importance puisque la plasticité cérébrale démontre l'importance de l'effet de l'environnement sur le développement de l'individu et que rien n'est figé.
Et conjointement au développement des neurosciences, les sciences cognitives prennent de plus en plus d'importance. Ces sciences cognitives s'occupent des processus mentaux qui se rapportent à la fonction de connaissance telles que la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage. Ces dernières années, le suivi et la prise en compte des enfants en difficulté est totalement bouleversé pour différentes raisons. Premièrement, par la volonté fréquente de nommer chaque difficulté de l'enfant au niveau de ses capacités instrumentales. On parle de dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, dyspraxie, avec l'idée que pointer chaque symptôme distinctement pourrait permettre de régler chaque problème. Alors que l'approche psychodynamique plus globale, elle, recherche un sens à l'ensemble de la personnalité et des difficultés de l'enfant en lien avec son histoire. Le deuxième point est que l'idée que tout trouble pourrait s'expliquer par une causalité organique qui prendrait le dessus et voudrait rendre compte de l'ensemble des manifestations psychiques, bien au-delà de ce qui pourrait être démontré. Et le troisième point est la volonté aussi de la société de trouver une solution à chaque problème, qui est aussi légitime, alors qu'avant, un enfant en difficulté était un enfant en difficulté, ce qui crée la multiplication des consultations, de séances de rééducation, de soins pour les enfants, et une multiplication aussi d'étiquettes qui leur sont posées. Cependant, en parallèle, alors qu'il y a toutes ces multiplications de diagnostics, de bilans, de tout ça, à côté, il y a une destruction progressive de la psychiatrie publique, avec un manque de moyens qui s'aggrave. Depuis 30 ans, les moyens n'ont pas bougé, alors que la demande, et surtout en pédopsychiatrie, n'a fait qu'augmenter. Il faut savoir qu'en 20 ans, le nombre de demandes de soins en CMP pour enfants, le CMP pour enfants, c'est les centres de consultation pour les enfants, centres de consultation publique, la demande a doublé donc en 20 ans. Voilà. Les secteurs de psychiatrie et de pédopsychiatrie souffrent d'une déstructuration, d'une négation de leur valeur. Le soin de secteur en pédopsychiatrie s'appuyait sur la notion de relation, de proximité et de continuité. Le soin psychique, et je n'ai pas rajouté d'anonymisation, mais bon, c'est encore une autre question. Le soin psychique s'appuie sur la continuité des soins avec des relations patients-soignants stables. La souffrance des institutions, celle de ces professionnels, mène à des arrêts maladie, mettant à mal la continuité de ces soins et rejouant par là même la discontinuité relationnelle qu'ont pu vivre les patients souffrant de troubles relationnels, de dépression, etc. Alors, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a reconnu dernièrement le manque cruel de moyens en pédopsychiatrie, cela depuis plusieurs années. Mais les services continuent à tenter de survivre, malgré le manque cruel de médecins, qui partent tous parce que ça devient infernal, et les arrêts fréquents, ils ne partent pas tous heureusement, c'est compliqué, et les arrêts fréquents des professionnels en maladie. Alors, les lieux où exerce le pédopsychiatre, donc il y a le service public, l'hôpital. Donc, je vais un petit peu décrire les différents secteurs où exerce un pédopsychiatre. À l'hôpital public, donc un service de pédopsychiatrie comprend plusieurs unités de soins. Donc des CMP qui sont des centres de consultation et de soins ambulatoires. Il peut y avoir un hôpital de jour et des centres de soins à temps partiel. Ces différentes unités, c'est toujours en évolution en fonction des politiques de santé. Les services de pédopsychiatrie comprennent dans leur personnel des médecins, pédopsychiatres, des infirmiers, des éducateurs, des psychomotriciens, des orthophonistes, assistantes sociales, secrétaires, cadres de santé. Voilà. Au sein des institutions, prenant en compte le soin psychique de l'enfant, l'ensemble de l'environnement de vie de l'enfant est pensé. On prend en compte la question du milieu familial, scolaire et sociétal, et j'ai oublié, mais culturel aussi. La transdisciplinarité, c'est-à-dire le travail en groupe avec des professionnels qui ont des formations différentes, est une richesse pour la réflexion autour des troubles de l'enfant et de sa problématique familiale. Par ailleurs, il y a le secteur médico-social qui regroupe les établissements gérés par des associations. Ce secteur gère les instituts médico-éducatifs, qui sont donc des écoles spécialisées pour les enfants qui ont en général un retard intellectuel. Les CAMS, donc là où je travaille, le centre
comportement des enfants ou des adultes selon l'institution et aider à un meilleur travail de collaboration avec les familles. Et puis donc le secteur libéral, où avant il y avait très très peu de pédopsychiatres. Hein. Il y a 20 ans, je crois qu'il y avait une seule pédopsychiatre sur Lyon en libéral. Maintenant, il y en a beaucoup plus, puisque ces dernières années, du fait des difficultés de l'hôpital, donc un manque de moyens pour faire le travail, des contraintes données aux pédopsychiatres dans l'exercice de leur métier, des difficultés par rapport à leur éthique, beaucoup de pédopsychiatres quittent l'hôpital pour s'installer en libéral. Alors, la pratique de la pédopsychiatrie actuellement, donc actuellement, et puis même depuis un certain temps, là, dans ce que je vais vous dire là, la psychiatrie donc, est la science de l'homme dans son contexte relationnel, environnemental, sociétal et culturel. La pédopsychiatrie est à l'articulation de différents domaines, du somatique et du psychisme, du psychique, de l'individu et du relationnel, du personnel, du social, du culturel, de l'éducatif et du juridique. Ce qui fait qu'on travaille aussi avec, donc, comme je l'ai déjà dit, avec beaucoup de partenaires, avec des juges, des assistantes sociales, la PMI, l'école, beaucoup de partenaires. La clinique, la clinique de la pédopsychiatrie, son sujet est constamment un travail de va-et-vient entre la singularité et la généralisation. Les troubles psychiques chez l'enfant et chez l'adulte se manifestent de manière différente selon les époques, du fait de l'évolution des mœurs, des représentations et du sens des signes ou des symptômes, en fonction aussi des cultures, en fonction de ce qui paraît être la normalité dans une société donnée à une époque donnée. Le statut de l'enfant dans la société a bien sûr beaucoup changé du fait de la baisse de la mortinatalité et de l'apparition du contrôle des naissances par la contraception en 1968, puis par la loi sur l'IVG en 1975. L'enfant est devenu un être désiré et conçu au bon vouloir des parents, en général programmé comme un objet de désir. Il prend alors sa place dans l'imaginaire familial, que ce soit dans la lignée transgénérationnelle de chacun des parents, mais aussi dans sa fratrie. Donc il n'arrive pas sans histoire et sans préhistoire. Il porte l'espoir des parents, l'espoir de réparation de ceux qu'ils n'ont pas eu ou de ceux qu'ils veulent réaliser. Ceci est plus ou moins conscient et plus ou moins fort, ainsi plus ou moins lourd de conséquences sur le développement de l'enfant. L'évolution aussi des troubles des enfants. Ceci est aussi lié au changement des modalités éducatives, l'évolution des formes des familles avec la perte de repères familiaux, des familles monoparentales recomposées, des enfants nomades allant d'une famille à l'autre, des errances affectives des parents, des carences liées aux troubles affectifs des parents, des exils, des violences directes ou indirectes, sans parler, je parle des exils, des guerres, des migrants, voilà, qui arrivent aussi en France. On note aussi une évolution des liens parents-enfants qui se déshumanisent avec la part grandissante des écrans. Les bébés qui sont regardés par les écrans, les pères et les mères qui ne parlent plus à leurs bébés. À noter que, alors c'est un peu vieux, mais je pense que ça n'a pas dû changer ou voir ça s'est aggravé. En 2008, une étude de l'OMS montrait que 50% des troubles psychiatriques de l'adulte commençaient avant 14 ans. L'OMS, Organisation mondiale de la santé. On peut noter donc l'évolution des connaissances, les changements des références théoriques, l'évolution vers l'idée que l'homme est un sujet cognitif qui traite des informations plutôt qu'un sujet pensant. Également, l'évolution des familles qui veulent, poussées par une société dans laquelle il faut trouver sa place, voire sa case, avoir des réponses, des diagnostics et des recettes. Nous vivons dans un monde où la pensée est régie par la notion d'économie et tout devrait être réduit à des notions chiffrées. Roland Gori, qui est un grand psychanalyste, disait, c'est ce que je disais tout à l'heure, parlait d'une médicalisation de l'existence. Le pédopsychiatre a pour mission tout autant le soin que la prévention. Ces deux questions sont toujours intriquées, puisque des signes particuliers chez un enfant peuvent être tout à fait passagers et anodins, ou alors être les prémices de troubles s'aggravant si les conditions qui ont mené à ces manifestations persistent. Nous visons le mieux-être de l'individu, qui tient au fait d'être entendu dans son individualité, son vécu intime et unique en tant qu'humain unique.
La mise en mots des événements de l'histoire de l'enfant ou même de sa famille permet de libérer des émotions enfouies et de mettre à jour et en lien des événements avec des émotions jusque-là ressenties sans sens et parfois alors culpabilisantes car non élaborées. Pour le pédopsychiatre, il s'agit de développer un soin sur mesure pour chaque individu souffrant en tenant compte de ses particularités, de son histoire, de sa personnalité. Il s'agit de donner du sens aux comportements qui s'inscrivent dans les relations interpersonnelles. Le pédopsychiatre ainsi que ses collègues dans le cadre des institutions de soins psychiques prennent en compte ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient et ce qu'ils ressentent dans le lien au patient et à sa famille, afin de mieux comprendre ce qui est à l'œuvre dans l'histoire de l'enfant et de ses parents et ce qui peut les faire souffrir. Le fait que l'on travaille avec nos ressentis implique que l'on ait soi-même un moyen de mettre de la distance entre notre histoire, notre ressenti lié à notre personnalité et ce qui est lié à la relation avec le patient. Tout ce travail minutieux, intime, implique des lieux pour penser ce qui se travaille dans les soins. Ainsi, un bon psy, un bon soignant du soin psychique, se doit d'avoir une supervision, une analyse de la pratique et des réunions d'équipe. Quelques principes qui sont importants dans le cadre du travail en pédopsychiatrie, et je dirais chez les psys en général. Bien sûr, il y a la règle de confidentialité. Il est important aussi quand on suit un enfant de chercher à voir ses deux parents. Ne pas suivre deux membres d'une même famille séparément. C'est-à-dire, je ne vais pas voir un père et puis le cousin, voilà, c'est pas possible. Ne pas suivre une personne que l'on connaît personnellement ou dont on connaît un membre de la famille. Bon, je ne vais pas développer tout ça, sinon j'en aurai pour longtemps. Concernant la question du diagnostic, j'ai l'impression qu'on entend parler plus que de ça depuis quelque temps. Le diagnostic psychiatrique n'est pas un diagnostic scientifique, c'est une construction psychosociale. C'est pas comme l'appendicite. Merci. Voilà. Et j'ai une petite citation que j'aime beaucoup, qui est une citation d'Irving Yalom, qui est un psychiatre américain et romancier, qui dit « Plus on connaît le patient, moins il est aisé de faire un diagnostic. La certitude est inversement proportionnelle à la connaissance. » Celle-ci me plaît bien. Je trouve que ça va bien pour l'UPOM, ça, un peu ça. Ouais. Alors, l'approche du pédopsychiatre n'est pas la recherche du diagnostic stricto sensus, mais la recherche du sens du symptôme dans l'économie psychique, dans la problématique du patient. La recherche du diagnostic n'a pas d'intérêt si celui-ci permet Non, c'est pas ça. La recherche du diagnostic n'a de l'intérêt que si celui-ci permet une amélioration du ressenti du patient. Enfin, pour nous. Mais maintenant, il faut mettre des diagnostics partout. Et quand même, c'est pas une fin en soi. Car c'est par la compréhension du sens et du besoin de ce symptôme, quand je dis du besoin, c'est qu'on sait que quand on a un symptôme, c'est pour régler quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau inconscient. C'est par la compréhension de ce symptôme qu'on pourra tenter d'aider le patient à se passer de ce symptôme. Et il est pourtant donc très étonnant de voir, et c'est vraiment de plus en plus, quand je dis c'est vrai que j'ai fait une conférence l'année dernière, donc quand j'ai relu mes notes, il y a des choses que je ne pouvais plus dire maintenant, tellement les choses ont changé, parce que de semaine en semaine, je vois arriver des parents qui me demandent un diagnostic, mais pas de soins. Comme si ce qu'il fallait, c'était juste faire un diagnostic, mais il n'y avait pas besoin d'aller plus loin. Et je pense que ça rentre aussi, c'est pas que je pense, c'est que c'est sûr, ça rentre aussi dans cette nécessité de remplir un certificat pour qu'ils aient des aides à l'école, mais comme si à côté on n'allait pas chercher à régler une souffrance quand même. C'est quand même un souci. Alors, quelques mots sur le concept, sur la pédopsychiatrie périnatale et le concept de parentalité. Je vais aller assez vite, puis après je parlerai d'un cas clinique. Donc la parentalité pour le Larousse, c'est la fonction d'être parent, notamment sur les plans juridiques, moral et socio-culturels.
Le terme de parentalité concerne la sphère médico-psychosociale élargie et tente de définir la fonction d'être parent en tenant également compte des aspects juridiques, politiques, socio-économiques, culturels et institutionnels. L'exercice de la parentalité devient de plus en plus complexe. Bon, on l'a déjà dit, famille recomposée, monoparentale, boparentalité, homoparentalité, procréation médicalement assistée, évolution juridique et des nouveaux droits. Pour Didier Houzel, qui est aussi un grand pédopsychiatre, la parentalité est le processus par lequel on devient parent d'un point de vue psychique. Il parle aussi de processus de parentification. Alors, je parle de la parentalité du fait aussi du sujet, du thème de la semaine de santé mentale. C'est vrai que cet usage du concept de parentalité s'est accru considérablement au cours des 10 dernières années. Avant, c'est un terme qui n'existait pas il y a 30 ans. Hein. Je pense que c'est quand même relativement récent. Voilà. Par rapport à la question de la pédopsychiatrie périnatale, donc ça a commencé à se développer dans les années 70. Enfin, voilà, comme je disais tout à l'heure, des grands psychanalystes qui ont vraiment décrit l'importance des soins très précoces et donc qui ont développé la psychologie du bébé. Et dans les années 90, en 1990, l'OMS et le ministère de la Santé attirent l'attention sur l'importance des troubles psychiatriques gravido-puerpéraux. C'est les troubles psychiatriques des femmes enceintes, donc qui viennent d'accoucher, et sur la nécessité de conduire des recherches afin de prévenir les troubles précoces liés à la période périnatale. Voilà. Juste pour info, donc en 2005, il y a eu le plan périnatalité qui a créé des postes de psychologues dans quasiment toutes les maternités. Donc ça, c'est aussi très important, ça a changé beaucoup de choses. Et puis, avec la prise en charge, le développement des unités mère-bébé, avec les hospitalisations de mères avec leur bébé dans les cadres de souffrance chez la mère, de psychose puerpérale, voilà. Et ça, par contre, ça avait déjà commencé dans les années 60 en Grande-Bretagne, ces hospitalisations-là. Bon, je vais aller un petit peu vite là sur la parentalité et la pédopsychiatrie périnatale, mais je voulais avoir le temps pour peut-être vous décrire un cas clinique pour un peu illustrer comment on peut travailler. Donc là, c'est un cas clinique d'une petite fille que j'ai suivie donc au CAMS, donc dans cette institution où je travaille encore, donc le Centre d'action médico-sociale précoce. Alors, donc c'est le cas clinique de Fantine. Alors, Fantine, c'est une petite fille que je reçois à l'âge de 24 mois, donc au CAMS. Elle est accompagnée par sa maman et par l'assistante familiale à qui elle est confiée par le juge depuis l'âge de ses 9 mois. Auparavant, elle était en pouponnière d'enfant pendant 6 mois suite à son hospitalisation en néonatologie. Donc elle n'est jamais rentrée chez elle. Hein. Enfin, elle est née, elle est restée en néonatologie et elle apprend pouponnière et après placée dans une famille. Alors, dans ce genre alors, du coup, ça permet cette situation de nous montrer un peu comment on peut travailler, même si chaque situation est différente. Dans ce genre de situation, donc, il est important de recevoir les parents, quand les enfants sont placés, mais aussi de pouvoir travailler avec l'adulte à qui l'enfant est confié. Je donne la priorité aux parents présents, je le reçois seul s'il est d'accord. Les modalités d'entretien sont donc très variables dans ces situations en fonction des situations, en fonction des possibilités, du professionnel, qui est là aussi au moment du rendez-vous. Voilà. Et en fait, là, la maman me demande d'emblée de la recevoir avec l'assistante familiale. Alors Fantine est une petite fille plutôt petite pour son âge, elle n'est pas très à l'aise dans son corps, elle est très raide. Elle ne parle pas, elle émet des bruits très graves qui paraissent venir de très loin au fond d'elle-même. Fantine me regarde avec un regard fort qui accroche. Elle vient très, voire trop facilement vers moi et s'attache à toucher mes vêtements, mes boucles d'oreilles. Cela me renseigne et me questionne sur son mode d'attachement, le mode relationnel qu'elle a avec les individus. La mère d'accueil, l'assistante familiale, décrit les difficultés de comportement de Fantine
et notamment ses réactions fortes liées à ses angoisses. Elle pleure beaucoup, crie, il est tout le temps accroché à elle. La mère et l'assistante familiale me décrivent la situation actuelle de Fantine. Donc la maman et le papa voient leur fille une fois tous les 15 jours en visite médiatisée, en présence d'un professionnel dans un lieu neutre. Nous relatons l'histoire de Fantine. J'apprends qu'elle a 4 frères et sœurs, tous placés en famille d'accueil ou en foyer. Ils ont des pères différents. La maman m'explique que la grossesse a été difficile et que Fantine est née à 6 mois de grossesse. C'était donc une grande prématurée. Elle est restée en néonatologie environ 2 mois. Sa maman est allée la voir plusieurs fois. Fantine a été placée à l'Institut de l'enfance et de la famille dès sa sortie en néonatologie, qui est donc une pouponnière à Bron. Elle a rejoint la famille d'accueil à l'âge de 9 mois. Alors pour la maman, cette situation est logique compte tenu des circonstances de sa vie. Ses autres enfants sont placés. Cette femme est régulièrement en errance. Elle souffre de troubles psychiatriques pour lesquels elle ne se fait pas soigner régulièrement. Son mode de vie est incompatible avec la vie que doit avoir un parent avec un enfant. Afin d'assurer une bonne sécurité, une bonne éducation. À ce moment-là, la maman vit, au moment de cette consultation, la maman vit avec le père de Fantine, mais ils se sépareront peu de temps après. Et j'ai jamais réussi à avoir le papa en entretien malgré mes sollicitations. Alors, ce jour, il me semble que la mère est intéressée pour parler des premiers temps de sa fille en présence de la personne à qui elle est confiée. Cela fait aussi... Alors, c'est rare hein, que les mamans, que les parents aient envie d'être là en même temps que l'assistante familiale, mais ça arrive. Et donc, on prend aussi ce qui vient et ce qui nous semble judicieux pour faire avancer, faire avancer le soin pour l'enfant. Et donc, le fait que cette mère ait envie de parler des premiers temps de sa fille en présence de la famille d'accueil, cela fait aussi transmission à l'assistante familiale qui apprend de fait des éléments sur les premiers jours et les premiers mois de Fantine. La confiance entre les parents et les assistantes familiales est précieuse quand elle est possible. Cette confiance et l'échange entre adultes au sujet de l'enfant permet à celui-ci de vivre au mieux cette situation de placement en évitant autant que possible un conflit de loyauté. Par cet entretien, l'assistante familiale qui s'occupe de Fantine à plein temps dans un rôle de substitut parental acquiert une meilleure compréhension du vécu du bébé qu'elle était. Pour l'enfant, entendre parler sa mère de la grossesse, ainsi que des premiers jours ou semaines de sa vie, permet de reconstruire, donner un sens au vécu corporel précoce, où elle a dû vivre des angoisses très fortes dans son corps, sans pouvoir bien sûr à son âge y donner du sens. Quelque chose du lien mère-enfant précoce est alors peut-être en train de se retisser par petites brides. C'est en tout cas ce que j'espère. L'enfant ne comprend peut-être pas complètement tout ce que l'on dit, mais le ton et les émotions, le contexte de ce qui est décrit est perçu. Encore qu'elle a déjà 2 ans, donc elle comprend beaucoup. Cela retricote des éléments de son histoire de petit bébé qui ont été vécus avec beaucoup de discontinuité et d'effraction. Cette discontinuité alors, est liée au placement précoce en institution et cette évolution entre le placement précoce en institution puis dans la famille, sans parler donc de la prématurité et du séjour en néonatologie, qui sont toujours des séjours en néonatologie sont toujours à prendre en compte parce que c'est souvent des vécus quand même particuliers pour le bébé, qui quand même, un bébé prématuré a une fragilité du système nerveux et l'environnement en néonatologie et l'environnement sensoriel est particulier avec des bips, de la lumière, des présences de multiples personnes et on sait que cela a des conséquences sur le système neurologique de l'enfant, système nerveux. Donc je décide, du fait de l'intérêt que je trouve à cet entretien, de proposer des entretiens conjoints, parents et familles d'accueil, pour les prochaines consultations. Malheureusement, la maman ne reviendra pas aux entretiens malgré mes tentatives. J'ai par la suite proposé des rendez-vous avec la mère et le père avec Fantine, mais cela n'a pas pu se faire non plus. J'ai donc continué le travail avec Fantine et son assistante familiale mensuellement. Par ailleurs, Fantine avait des soins hebdomadaires avec mes collègues. Elle avait la psychomotricité, un groupe hebdomadaire,
une éducatrice à domicile. Voilà. Alors, je vais vous parler du travail avec la famille d'accueil. Donc, Fantine est une petite fille donc, avec des fortes angoisses. Elle a des symptômes divers. En parler, observer et écouter Fantine pendant les entretiens permettra d'approcher petit à petit son ressenti, de tenter de comprendre ses angoisses liées à son vécu précoce de bébé souvent seul. Fantine est très liée à son assistante familiale qui représente pour elle sa personne ressource. Il s'agit pour cette petite fille de créer avec cette femme un lien d'attachement sécure primordial qu'elle n'a pas pu établir auparavant. Pour Antoine Guédonnet, qui est un pédopsychiatre, on reprend la question de l'attachement dont on parlait tout à l'heure avec Bowlby. Une figure d'attachement est une figure vers laquelle l'enfant dirigera son comportement d'attachement. Sera susceptible de devenir une figure d'attachement toute personne qui s'engage dans une interaction sociale animée avec le bébé et durable, et qui répondra facilement à ses signaux et à ses approches. Il s'avère que l'enfant a un besoin primordial d'établir un lien stable et sécurisant avec une figure d'attachement. Cette figure est choisie par l'enfant en fonction des réponses empathiques apportées à ses besoins. Ce rôle est donc souvent tenu par la mère, mais il peut également être occupé par le père, une tante, un oncle ou toute autre personne significative pour l'enfant et répondant à ses besoins. Le placement très précoce ainsi que la vie en institution dans les premiers mois sont assez souvent à l'origine de troubles importants chez le bébé, car leur environnement ne permet pas d'établir ce lien d'attachement précoce. Les équipes de professionnels sont attentifs à cela et il est préconisé en général de placer l'enfant en famille d'accueil le plus vite possible afin d'éviter ces troubles. Enfin, de placer l'enfant quand il doit être placé plutôt que de le laisser dans un foyer. C'est mieux qu'il puisse être dans une famille que dans un foyer. On retrouve des évitements relationnels qui sont des signes d'angoisse précoce profonde dans ces cas d'hospitalisme. Le bébé se retrouve trop souvent sans réponse à ses appels ou avec des changements trop fréquents de personnes qui s'occupent de lui. Il ne peut donc pas ou très difficilement se développer de manière sereine en s'appuyant sur un adulte stable et suffisamment bon. Pour Fantine, il est primordial de travailler avec l'assistante sociale la relation qui les unit afin de les aider à comprendre ce qui se met en scène. Et les entretiens permettront cela. Fantine met toujours en scène pendant les séances des chutes. Elle fait tomber des objets dans un trou de la table. Je remarque que les mots que j'emploie alors font sens pour elle. Je dis « Oh, il est tombé, ça fait mal ». Fantine, en réponse à mes paroles, continue dans sa mise en scène. Elle jette à nouveau, me regarde. Il se sent peut-être seul. Que va-t-il devenir? On peut aller le chercher, le rassurer? Bon, ça c'est ce que je dis. Une année après le début des soins, alors que Fantine a déjà bien progressé, son langage s'est bien développé, elle fait moins de crises, la famille d'accueil me décrit une semaine de vacances qui s'est mal passée. Ils étaient en camping, en mobil-home, et Fantine a été angoissée toutes les nuits, et elle parlait constamment du trou qui se formait entre les 2 matelas du lit pour 2 personnes du logement. La mère d'accueil me dit qu'elle a dû en vain tenter de rassurer Fantine sur le fait que ces 2 matelas, malgré leur séparation, étaient reliés par un drap et qu'elle ne risquait pas de tomber. Je suis tout d'abord perplexe, puis je repense au fait que l'on a parlé il y a quelque temps de la séparation de ses parents. Je l'évoque et je pointe que Fantine ne voit pas beaucoup ses parents. Elle ne les voit plus ensemble, ils sont séparés comme les matelas. Alors, l'assistante familiale me révèle que son couple aussi est en cours de séparation. Elle attendait pour en parler à Fantine, mais cette scène fait prendre conscience à madame qu'il est temps de parler de cela clairement. Fantine, alors, parle de piano. Elle insiste. Là aussi, je me questionne. Je me dis que Fantine nous dit quelque chose et je parle des émotions. Je dis le piano, je dis que la musique est importante quand on est triste. On peut avoir envie d'en écouter pour se rassurer, pour se sentir mieux. Et madame, la famille d'accueil, alors, là encore, réalise ce qui se passe. Elle me raconte que ces derniers temps, elle-même a beaucoup écouté de musique, du piano, car elle se sentait mal du fait des événements dans sa famille. Fantine nous regarde détendue. Quelque chose a été compris. Nous avons pu alors mettre en mots clairement ce qui se passait. La séparation du couple de l'assistante familiale, la sensibilité de Fantine par rapport aux émotions de l'assistante familiale.
Et aussi, nous avons alors beaucoup parlé des angoisses que pouvait avoir Fantine du fait de ces changements. Tout changement important dans l'environnement d'un enfant ayant une histoire fragile ravive les angoisses précoces. L'assistante familiale a senti alors le besoin de rassurer Fantine sur le fait qu'elle serait toujours là pour elle, qu'elle resterait son assistante familiale quoi qu'il arrive dans son couple. Parce que c'était pas forcément gagné. Fantine entre à l'école, mais lors des premiers mois, elle y est très mal, elle est effrayée par les autres enfants. Nous travaillons alors avec l'école pour penser avec eux la manière d'accueillir Fantine. Nous pouvons aussi leur donner quelques pistes pour comprendre ce qui l'angoisse. Alors quand je dis nous, là, c'est mes collègues qui vont plus à l'école. Les entretiens avec moi ainsi que le soin individuel et groupal avec mes collègues ont permis à cette petite fille de beaucoup évoluer. Elle a acquis une sécurité en elle lui permettant de supporter la séparation temporaire avec son assistante familiale ainsi que les changements réguliers liés à la vie, les déménagements, les départs, les absences d'individus de la famille, les changements d'école, etc. Fantine a développé un langage qui lui permet d'exprimer mieux son ressenti et de se faire comprendre. Voilà, donc c'est vrai que je me disais que cette situation de Fantine j'avais envie d'en parler parce qu'en reprenant l'histoire, la préhistoire et l'histoire de la pédopsychiatrie, je me disais qu'une situation comme ça, qu'est-ce qui serait devenu, comment s'en serait sortie Fantine sans toutes ces prises en charge et toutes ces lois, tout ce qui a évolué depuis un certain nombre d'années. Voilà, peut-être m'arrêter. Merci beaucoup. Il manque des enfants, il arrive qu'il y ait des enfants qui viennent et moi je me dis mais non, tout va bien. Mais des parents tellement angoissés qu'il y a quelque chose de toute façon qui est à travailler parce que ces parents angoissés risquent de transmettre quelque chose de leur angoisse à leur enfant et quelque chose qui se joue là du coup dans le transgénérationnel et qui est important de prendre en compte. Voilà. Et puis, voilà, c'est vrai que c'est toujours compliqué de parler de réelle pathologie, parce que voilà, l'enfant, il est en constant déséquilibre, il grandit et ça change tout le temps. Donc, du coup, ce qui est important à prendre en compte, c'est s'il y a souffrance, s'il y a quelque chose qui questionne, voilà. On n'est pas dans pathologie ou pas pathologie, c'est pas comme la médecine somatique où on a telle maladie ou on ne l'a pas, quoi. Il y a quelque chose d'un continuum entre la normalité ou la pathologie qui n'est pas clair dans ce qui est de la souffrance psychique, en tout cas. Voilà. Je me permets de poser une deuxième question. Oui. Peut-être une autre personne. D'accord. Quelles sont les pathologies, souffrances que vous rencontrez le plus ? Allez, qu'est-ce que vous traitez le plus comme pathologie de l'enfant ? Alors, si on reste dans la pathologie, donc je vais parler de tout ce qui est autisme, qui est quand même dans les troubles les plus graves, dans les plus graves, les plus inquiétants. Qui sont quand même mieux pris en charge dans une institution parce qu'il y a besoin de plusieurs professionnels pour prendre en charge ces enfants-là, ou alors en tout cas plusieurs professionnels. Moi j'en vois quand même en cabinet, mais j'essaye de ne pas travailler toute seule parce qu'ils ont besoin quand même de prise en charge pluridisciplinaire. Il y a aussi, je dirais, des enfants qui ont des dépressions, beaucoup d'enfants agités, ça c'est beaucoup, des enfants agités qui l'école dit il faut les emmener pour un soin, et puis derrière l'agitation on peut trouver une dépression, on peut trouver une incompréhension, des phobies scolaires, ça aussi ça se développe beaucoup. C'est bien dire comme ça, mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. L'énurésie, les enfants qui font pipi au lit au-delà d'un âge entre guillemets normal. Et puis des fois, c'est des parents qui viennent en disant on est tout le temps en colère, on se crie toujours dessus à la maison, ça va pas dans la famille, quoi. Voilà, c'est aussi pas forcément la pathologie de l'enfant, c'est aussi des fois un mal-être familial. Et qui est fait porter, je dirais quelque part, qu'on fait porter à l'enfant, on amène l'enfant parce que ça va pas dans la famille, puis on voit bien que le problème il est familial.
bah, c'est déjà bien qu'ils consultent et que du coup on travaille ça, quoi. Le distinguo pathologie-souffrance. Le distinguo pathologie-souffrance, bah, pathologie, quand on parle de pathologie, c'est un avis extérieur, je dirais objectif. Hein, c'est-à-dire qu'on dit il y a une pathologie, c'est une maladie. Enfin, pour moi, pathologie, ça veut dire maladie. Hein. Alors que souffrance, c'est complètement subjectif. C'est quelqu'un qui se sent mal et qui souffre, quoi. Hein. Alors, la tristesse, l'énervement, enfin, voilà, une souffrance psychique, émotionnelle. Ouais. Merci, Luc Burginsis, psychanalyste à Vienne. Je vais juste rebondir sur la première question. Comment faites-vous quand une maman vous amène un enfant, qu'elle a emmené voir 3 thérapeutes qui lui ont dit tous la même chose, tout va bien, et que vous avez envie de lui dire mais c'est vous que j'aimerais voir? Je ne le dis pas comme ça, mais j'essaie de l'amener à ce qu'elle entende que c'est nécessaire, oui. Il y en a qui l'entendent, hein. Il y en a qui repartent vite aussi. Des fois, il faut du temps, hein. Enfin, c'est tout le tact à essayer d'avoir pour que, effectivement, que les gens puissent entendre. Mais des fois, il faut le travailler aussi parce que, justement, si elle amène son enfant, l'enfant aussi entend depuis un certain temps que c'est lui qui va mal. Donc ça aussi, c'est important qu'il en entende quelque chose, que c'est peut-être pas que lui, quoi. Vous disiez que vous travaillez beaucoup avec d'autres professionnels, hein, forcément, on va dire, par rapport à l'enfant. Je voulais savoir si vous étiez amené à travailler notamment avec des musicothérapeutes et avoir vos retours. Je ne pose pas la question innocemment, puisque j'étudie la musicothérapie, donc je voulais avoir justement le point de vue du psychiatre et pédopsychiatre en plus. Oui. Alors, j'aimerais bien, moi-même, avant de faire mes études de médecine, je voulais être musicothérapeute. Et bon, je n'ai pas été parce qu'il fallait déjà être quelque chose avant d'être musicothérapeute. C'était pas un métier à part entière et du coup j'ai fait médecine et voilà. Mais j'aimerais bien, mais j'en connais pas. Donc voilà. Je vais me dépêcher. Voilà, ouais. Mais je pense que ce qu'il y a de sûr, c'est que je regrette que dans ma formation, enfin dans la formation des pédopsychiatres, qu'on ne prenne pas plus en compte la question du corporel. Alors, on travaille beaucoup du coup avec les psychomotriciens. Bon, j'ai aussi failli être psychomotricienne du coup, mais bon, tout. mais oui, cette question du corporel est vraiment importante et c'est vrai que moi j'ai appris à faire qu'avec les mots, quoi. Et des fois, je trouve que ça manque de passer par d'autres biais. Oui, je vais rebondir un peu là-dessus, c'est-à-dire que moi je connais une collègue qui a un enfant à qui on a dit, et là je ne sais plus quoi, 10, praxi, enfin voilà, il y a beaucoup de mots pour dire ça, à l'école, et à côté de ça, il fait de la musique, et ça va très bien. Le rythme, le solfège, il y arrive. Et effectivement, voir toutes les composantes d'un enfant dans toutes les disciplines, ça peut changer le regard aussi, c'est-à-dire que l'école ne lui plaît pas et la musique lui plaît en fait. Voilà, et ben, il n'est pas du tout 10. Désir. Il n'est pas du tout 10 en solfège. Voilà. Ah oui. C'est l'école qui cherche beaucoup à mettre des étiquettes parce qu'il faudrait rentrer dans les cases, puis bon, puis les enseignants, ils ont un boulot énorme, ils ont plein d'enfants, et il faudrait que tout ce qui soit parfait, et puis voilà, les méthodes ne sont pas forcément idéales d'enseignement, et c'est vrai qu'il y en a qui bloquent, mais c'est vrai que derrière, il y a la question du désir, du bien-être, du coup, si on est mal, on fait mal les choses, et du coup, on est tous 10, quelque part, dans ce qu'on n'aime pas, on est tous 10, je pense. Et puis il y a aussi sur les parents la pression aussi. Nous, on connaît le cas, voilà, on a eu ce récit-là d'une maman qui subit une pression de la part de l'école, qui dit votre enfant, il y a quelque chose qui ne va pas, donc
voilà, elle a des professionnels en face d'elle qui, en théorie, voilà, connaissent l'éducation, connaissent la psychologie, et elle se retrouve dans son rôle de maman à devoir gérer ça, à devoir gérer... et puis son enfant en a ras-le-bol d'aller à tous ces rendez-vous sans arrêt, faire de la rééducation corporelle, vocale. Oui, puis du coup on rajoute de l'angoisse aussi, hein, de l'angoisse et une mauvaise estime d'eux-mêmes, hein, parce que ces enfants, voilà, ils ont l'impression d'avoir un tas de trucs sur la tête, qui sont mauvais dans ci, dans ça. Et ça trouble aussi beaucoup les relations familiales. Oui. Les relations avec la petite sœur, les relations avec la maman. Quelque part, ça stigmatise aussi, quoi. Je pense. Oui. Et pour rester dans ce sujet-là, c'est un peu aussi tout le problème de ces nouvelles lois, c'est que vouloir garder des enfants qui sont atteints d'un certain handicap, d'un certain trouble psy, dans le milieu ordinaire, c'est une super chose. Et à la fois, ça rajoute de l'angoisse et ça rajoute des problèmes dans la famille. Et les prises en charge ne sont pas toujours évidentes. Et de l'autre côté, l'institution, oui, c'est radical, et c'est un internat, et ça coupe l'enfant de... Enfin voilà, moi je travaille dans un centre pour un dispositif de répit pour enfants autistes et ou atteints de handicap rare et ou troubles associés. Et c'est vrai que quand ils sont là, c'est très bien pour eux parce que ça les repose et ils apprécient ces temps-là. Sauf que hors week-end et vacances, ils sont dans un dispositif ordinaire et c'est là qu'ils se noient en fait. Parce ils se noient parce qu'on leur demande trop de choses. Et on attend trop d'eux. Et ils sont trop jeunes, c'est des enfants quoi. En fait, moi c'est ça que j'ai du mal un peu avec tous ces nouveaux dispositifs, c'est que, alors oui, il y a un handicap, mais c'est un enfant à la base. Et je pense que c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Oui, alors il y a plusieurs choses. Enfin, quelque chose que vous avez dit, là je voulais reprendre. Enfin, quand on parle 10, ceci, 10, cela, pour moi, c'est pas un trouble psychique, ça. C'est ce qu'on appelle des troubles instrumentaux. Hein. Et enfin, ça peut créer une souffrance psychique, hein, d'avoir des difficultés à faire tout ça, mais c'est pas un trouble psychique, c'est un trouble, une difficulté à faire quelque chose. Voilà. Mais effectivement, quand on met l'étiquette sur un enfant, quand on lui dit qu'il est dyspraxique, bah c'est comme si, pour beaucoup de gens, hein, c'est comme en gros, il est né dyspraxique, quoi. Alors là, c'est tout le conflit, hein, entre les neuros et les psys, certains psys. Voilà, entre ceux qui vont dire mais on est dyspraxique ou enfin c'est comme ça et on sera toujours, ceux qui estiment que c'est parce qu'il y a l'environnement ou des angoisses, enfin ou des troubles psychiques qui vont amener à être en difficulté dans certaines tâches, quoi, et selon les moments, hein. Ça va pas forcément être là, comme disait la dame là, le jeune il va peut-être très bien faire du violon et à côté on va dire qu'il sait pas écrire. Bah oui, mais enfin il a quand même une bonne dextérité des doigts, quoi. Donc c'est pas forcément ça reste la question du symptôme, la différence entre ce qui est du symptôme et de la pathologie, quoi, hein. Le symptôme c'est un signe, c'est ce qu'on montre sur l'extérieur, une difficulté, alors que la pathologie c'est ce qu'on a. Enfin si on a un diabète, on a un diabète, quoi. Mais bon, je ne sais pas si je suis claire, parce que je mélange le diabète et tout ça, mais voilà, en tout cas, tout ce qui est 10, tout ça, ça ne fait pas partie des troubles psychiques. Mais du coup, il y a vraiment une confusion maintenant entre, effectivement, on va voir le psy pour des troubles qui ne sont pas des troubles psychiques, mais à la fois, quelque part, c'est peut-être pas mal, ça permet que nous, on relativise les choses, quoi, et puis on dise, non, mais attendez, derrière, il y a peut-être une autre souffrance. Donc, tout à l'heure, vous parliez de personnes ressources, surtout pour les bébés. Et est-ce que vous avez remarqué, durant votre travail, des problèmes psychiques chez des enfants qui ont été abandonnés en orphelinat, dû justement à cette absence Bien sûr. Quand vous dites personnes ressources, vous voulez dire personnes d'attachement? Oui, voilà, plus personnes d'attachement. Oui, tout à fait. Les enfants qui... moi, je vois beaucoup d'enfants placés, j'en ai vu beaucoup. Des enfants comme ça, comme dans cette situation clinique,
qui ont été placés plusieurs mois dans un foyer, parce qu'au début, il y a un placement d'urgence, et on ne peut pas les laisser avec leur mère qui n'est pas en capacité de s'occuper d'eux, donc on les met dans un foyer. Après, il faut que le foyer, faut que l'aide sociale à l'enfance trouve la famille idéale qui va pouvoir s'occuper de cet enfant, et compte tenu de l'histoire, ça va pouvoir coller avec les parents, parce qu'il faut garder un lien avec les parents. Donc, tout ça, c'est pas évident de trouver la famille qui va tenir. Donc du coup, ça dure des fois un certain temps, et oui, souvent, il y a urgence, l'institution où est placé l'enfant, on va dire, il faut absolument trouver une famille, parce que là, l'enfant est en train de se mettre dans son coin, à ne plus regarder, à s'accrocher aux lumières, et là, c'est des réelles souffrances, effectivement, et là, le risque d'un développement vers l'autisme, vers le retrait relationnel, quoi. Et ça peut arriver à n'importe quel enfant abandonné. Même si, à la base, je veux dire, un enfant qui est très bien constitué, à la naissance, qui n'a pas eu de problème comme cette petite, qui, je ne sais pas, est abandonnée, à 6 ou 7 mois, lui aussi peut souffrir par la suite de problèmes... De toute façon, ça me fait penser à Victor de l'Aveyron, quoi. Je veux dire, si on met un enfant tout seul, sans lien intersubjectif, de toute façon, il va pas se développer, quoi. Alors, c'est pas le cas dans un foyer, on s'occupe des enfants dans les foyers, dans les pouponnières. Après, plus ça va, plus on se dit qu'en tout cas, les bébés n'ont pas tous les mêmes prédispositions aussi. Il y en a qui vont avoir, à partir de prédispositions génétiques, ou selon, leur capital génétique, il y en a qui vont être plus en capacité d'interpeller l'adulte, d'appeler et du coup de faire venir les gens pour qu'ils s'occupent de lui, d'autres qui vont être plus en difficulté pour interpeller, et du coup ils sont à plus risque d'évitement relationnel et d'évolution peut-être vers l'autisme. Merci. Merci, bonsoir. Je voulais vous poser une question, parce que là je écoute toutes les questions qu'on vous pose, et je voudrais aussi revenir sur ce que vous avez dit au tout début de votre propos, à savoir que dans le siècle passé, voire même le précédent, l'enfant n'avait pas de place d'enfant, il était considéré comme un adulte, et je me demande si aujourd'hui, on n'est pas non plus en train de reproduire ce schéma-là, en demandant aux enfants d'être de plus en plus autonomes et responsables bonheur. À votre avis? Je dirais pas ça, moi. Je sais pas, moi je trouve qu'on demande beaucoup aux enfants relativement jeunes de faire beaucoup de choses tout seuls, de se débrouiller tout seul, de s'assumer tout seul. Moi je pense que ça dépend vraiment des familles. C'est vraiment... Je sais pas. Parce qu'à la fois, je trouve que les enfants sont beaucoup moins autonomes maintenant qu'avant, quoi. C'est-à-dire avant, déjà rien que par les déplacements. Avant, ils allaient à l'école en vélo, à pied. Maintenant, oui, tous mais en voiture. justement, je trouve qu'on a cet excès inverse. Ouais. On les emmène à l'école jusque relativement tard, jusqu'à la porte de l'école. On ne sait pas des fois qu'ils ne façonnent pas de trop, ou qu'ils s'usent les pieds déjà si tôt. Et après, par contre, il faut qu'ils se débrouillent pour s'habiller, pour manger, pour se doucher. Je trouve que d'un autre côté, on leur demande beaucoup de choses. Alors que pour certaines choses, on les coucoune à l'excès. Je pense qu'on leur demande d'en faire beaucoup, parce qu'ils ont trop d'activités souvent. Par rapport à leur âge et à ce qu'ils peuvent ressentir. Je n'ai pas vécu dans les années 50, mais il me semble qu'ils en faisaient beaucoup plus quand même. Mais je sais pas, moi je suis surprise quand je vois mes enfants, comme je les ai accompagnés, et comme je vois aujourd'hui les jeunes parents se comporter avec leurs enfants. Je pense que ça dépend vraiment des familles. Parce que je trouve qu'il y en a vraiment qui ne laissent pas faire grand-chose à leurs enfants. Oui, il y en a qui... Moi, j'ai plutôt cette idée-là, mais après, ça dépend du milieu. D'accord, merci.
Oui, sur ce sujet-là, j'écoutais en venant une émission sur France Inter, il parlait du mouvement qui se passe autour des enfants en Angleterre, où le jardin de la reine Elisabeth, je crois, ils ont fait un jardin à risque pour réapprendre aux enfants à prendre des risques. Ils refont des écoles où les enfants peuvent toucher des marteaux, des scies, mais voilà, et réapprendre effectivement à se débrouiller avec un certain nombre de choses dont les enfants aujourd'hui ont perdu l'habitude. Oui, de toute façon, ils ne savent plus qu'appuyer sur des boutons pour les jeux vidéo, hein, c'est sûr que... Ça c'est un gros sujet. Bonsoir, j'aimerais que vous me parliez d'éducation positive. On en parle beaucoup en ce moment et je ne comprends pas. La bienveillance, comment il faut procéder en fait? C'est pas mon domaine. Hein. Vous rencontrez des parents qui sont un peu... Ça va avec l'éducation non violente, des choses comme ça, non? Traiter l'enfant à sa place, comme elle disait. Je sais pas. Moi, je suis dans le domaine du psychique et pas de l'éducation, même si c'est pas relié, mais... Oui, l'éducation influe sur son psychisme. Oui, bien sûr. Donc, peut-être qu'on fait mal l'éducation aussi. Je pense que c'est par rapport... Enfin, je vous dis ça comme ça, mais franchement, je ne sais pas ce que c'est vraiment, mais je pense que c'est par rapport à... Plutôt, oui, mettre du positif, revaloriser les enfants plutôt que les écraser, quoi. Enfin, je pense que c'est ces questions-là, mais je ne sais pas. Il y a peut-être d'autres personnes qui en savent plus que moi. Je travaille un peu dans le milieu d'éducation à l'école, et la bienveillance, il faut être bienveillant. Donc, voilà. On va s'y employer. Tout en donnant un cadre qui est important. Une dernière question, peut-être. Pardon, justement, j'aurais voulu votre point de vue. Vous parliez de surstimulation des enfants. Vous le constatez vraiment souvent qu'on surstimule les enfants, parce qu'on entend souvent, moi j'entends souvent en tant que père, voilà, on surstimule les enfants. Je n'ai pas dit ça, c'est quand j'ai dit qu'il y avait beaucoup trop d'activités peut-être. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Bah, oui, il y a quand même les enfants ont souvent beaucoup d'activités extrascolaires. Il y a plein de choses très positives, hein, c'est très bien, hein, mais il y en a certains, on a l'impression qu'ils courent partout. Et puis, puis des parents qui courent partout. Après, on va dire que les enfants sont hyperactifs, mais si on regarde les parents, ils sont tout le temps en train de courir, quoi. Donc, et ce qui est important, c'est que l'enfant, il ait quand même du temps où il fasse rien, où il puisse s'ennuyer. Parce que la créativité, l'imaginaire, ça vient quand il y a de l'ennui. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont plus de temps pour s'ennuyer. Ou alors, dès qu'ils ont du temps, ils ont une tablette, un écran pour jouer, donc du coup, il n'y a plus de temps à la pensée. À la pensée, du coup, à la créativité, l'imagination. Je dois poser la vraie dernière, promis. Ils sont bien, hein. Juste revenir sur le travail du pédopsychiatre avec les femmes enceintes. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Est-ce que vous pourriez définir un petit peu tout ça? Oui, donc le pédopsychiatre, déjà le pédopsychiatre, avant d'être pédopsychiatre, il est psychiatre, mais bon, quand ça fait 15 ans qu'il voit plus d'adultes, c'est plus trop, c'est plus trop son truc, mais le pédopsychiatre peut voir des femmes enceintes, ou même des papas, qui viennent si leur problématique est le fait qu'ils vont devenir parents. Enfin bon, ça fait un peu restrictif parce qu'on est toujours dans une problématique, on a toute notre vie derrière nous, on n'a pas que le fait qu'on va devenir parents, mais cette question-là, elle relève de la pédopsychiatrie. Voilà, c'est notre fonction est aussi d'intervenir. Alors, par exemple, dans un hôpital, c'était le cas à l'hôpital de Vienne, bon là c'est plus le cas parce qu'il n'y a plus de médecins, mais par exemple à la maternité de Vienne, pendant plusieurs années, et puis c'est pareil dans les maternités à Lyon, quand il y a une maman, soit qui est enceinte, soit qui vient d'accoucher, elle peut être vue par le pédopsychiatre qui va s'occuper de la maman en tant que maman et du lien avec son enfant. Il y aura des consultations de la maman avec son enfant. Et par contre, si la maman elle-même fait une bouffée délirante ou qu'elle est très mal et qu'elle a besoin d'un traitement, elle va aussi être vue par le psychiatre pour adultes, qui lui fera son boulot de psychiatre pour adultes. Voilà. C'est-à-dire que, c'est vraiment la question de la parentalité qui est prise en compte. Et là aussi,
Pour revenir même à la question de c'est vous qui avez besoin, ce que disait monsieur, à tout âge, quand on reçoit des parents avec les enfants, on peut tout à fait travailler un moment ce qui se joue entre l'enfant et le parent, et au bout d'un moment on va dégager effectivement, là on a travaillé quelque chose entre eux, au bout d'un moment on va mettre à jour que finalement, même pas finalement, là où on en est, ben, ce qui serait bien, ça serait que le parent ait travaillé pour lui quelque chose, quoi. Donc, je fais le lien avec la question de la grossesse, parce qu'il y a quelque chose en fait qui va se mettre en scène, qui va apparaître du fait de la parentalité, du fait que la personne devient parent. Ça va déclencher quelque chose, parce qu'en fait, chez la mère, chez le père, mais beaucoup chez la mère, tout se rejoue de sa problématique d'enfant, parce que du coup elle devient mère et il y a quelque chose qui se réactive au niveau inconscient. Donc du coup quelque chose qui va se travailler parce qu'elle devient mère et qui après elle va se retrouver avec son histoire face à elle, et ça va se travailler, quoi. Voilà. Oui, tout à l'heure je cherchais ma question par rapport au diagnostic. Et ce que vous en dites, qu'il a pour fonction d'obtenir une aide. Et je voulais avoir votre avis sur l'évolution du métier de psychiatre, sur la question du diagnostic et de la responsabilité. C'est une grande question. Et je me demande bien comment je vais continuer mon travail avec l'évolution de la société. Parce qu'effectivement, pour moi, mon travail, c'est de soigner les gens, c'est les aider à être mieux. Et mon travail n'est pas de faire des diagnostics. Mais c'est vrai que là, en 15 jours, j'ai eu 3 appels, des gens qui veulent un diagnostic et ne me disent pas « je veux que vous soigniez mon enfant », non. Ils me disent « je voudrais que vous voyiez mon enfant pour faire le diagnostic ». Bon, après, je vais les emmener, petit à petit les amener à dire « il faut peut-être autre chose ». Mais oui, je sais pas. Alors, il y a un certain nombre de pédopsychiatres à qui ça fera très plaisir de faire ça, parce que, voilà, ça ira vite, et puis, je pense que ça plaira à certains, hein, mais c'est pas intéressant, puis, je sais pas, c'est pas du travail de soignant, ça. Mais c'est aussi même dans les institutions où il y a une dérive comme ça, c'est-à-dire que au CAMS où je travaille par exemple, on nous demande maintenant d'être un lieu de dépistage et de diagnostic. Mais si on répond à toutes les demandes de faire de dépistage et de diagnostic, on ne soigne plus. Donc on est très très en colère par rapport à ça, on ne veut pas, mais on est poussé à ça. Mais toutes les institutions maintenant devraient faire du dépistage et du diagnostic, mais il n'y a plus personne pour faire des soins. On est vraiment dans une grosse crise de la pédopsychiatrie, hein. C'est très, très, très grave quand même. Il me reste à vous remercier vraiment pour ce propos éclairant, un contenu vraiment passionnant. Si vous souhaitez explorer toutes ces dimensions-là, cette conférence a été filmée.